Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Frédéric, vous êtes sur la chaîne du Moniteur Automobile. N'oubliez pas d'abord de vous abonner et d'activer les notifications. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des gars qui s'amusent là derrière moi, parce que nous sommes ici au BMW Driving Center de Maysach, en Bavière, mais plutôt pour vous parler de ce grand garçon, le nouveau BMW X3. Pour commencer, parlons du style et de la face avant de ce nouveau BMW X3 qui marque une vraie rupture avec la version précédente. D'abord par la signature lumineuse que l'on voit ici en double L. Ça reste spécifique à ce modèle, mais on garde au bout du compte les 4 éléments, 2 plus 2, typiques, qui ont été inaugurés à la base par les fameux Angel Eyes des années 2000. On a le deuxième élément forcément sur une BMW moderne, c'est la calandre. On n'a plus les dents de castor, c'est quelque chose avec des naseaux assez puissants, mais qui ont cette originalité d'avoir un éclairage intégré, le fameux BMW Iconic Glow, et surtout, nouveauté, les barrettes que vous voyez ici, avec une partie des barrettes qui sont obliques et les autres verticales. Les barrettes obliques, c'est pour rappeler le fameux concept Vision Neue Klasse qui annonce les futurs modèles électriques de la marque. Enfin, sur le bas, SUV oblige, on retrouve cet élément façon aluminium anodisé. C'est du plastique, c'est esthétique, mais bon, ça plaît aux gens, donc pourquoi pas. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à la partie aérodynamique. Certes, c'est important sur la voiture électrique, mais également sur les autres, avec le durcissement des normes CO2 et des amendes, par exemple en Europe, c'est important. On voit ça à différents détails. À l'avant, on a la partie pleine ici de la calandre. Ici, il n'y a pas de trou et de ce côté-là non plus. Ça permet de loger le système radar et les capteurs ici. Et on a des volets mobiles là en cas de besoin pour le refroidissement. Même chose pour la partie basse où il y a également des volets mobiles. Mais le travail se poursuit sur le côté de la voiture. On peut voir que les formes sont très lisses. Il n'y a plus de volume trop compliqué pour faciliter l'écoulement de l'air. Et toujours dans cet esprit-là, on retrouve des poignées ici, vous voyez, encastrées, donc affleurantes, qui permettent d'améliorer l'écoulement de l'air. Dernier détail, mais non des moindres, c'est le travail qui a été fait au niveau de l'encapsulage de la lunette arrière pour favoriser l'écoulement de l'air, diminuer la traînée et donc de nouveau améliorer les performances, mais surtout la consommation. Enfin, si on veut chipoter un petit peu, on peut voir également qu'il y a un travail au niveau des roues, avec le dessin des nouvelles jantes, avec une partie plus pleine ici sur l'extérieur, là aussi pour améliorer la finesse aérodynamique et diminuer les turbulences des roues qui tournent. Ce sont des petits détails, mais ça joue, ça a une importance puisqu'au total, le coefficient de traînée de ce nouveau BMW X3 se limite à 0,27, ce qui est quand même pas mal pour un SUV de ce format-là à moteur thermique. Si ce BMW X3 de nouvelle génération, la 4e, je le rappelle, évolue en profondeur au niveau de son style extérieur, c'est carrément la révolution à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. On retrouve l'élément principal qui reste cet écran incurvé, beaucoup mieux intégré que sur les premiers modèles BMW ayant fait appel à ce type d'écran. Il n'y a plus le vilain rabat ici, le vilain pied pour le soutenir. Et on voit surtout qu'il est toujours légèrement orienté vers le conducteur, c'est une marque de fabrique chez BMW, ça c'est bien, mais principale avancée, il adopte le nouveau système BMW OS 9 qui permet d'améliorer un peu la fluidité et la simplicité des menus au sein de l'interface, avec différents raccourcis pour différents éléments, la navigation, les informations, la météo, etc. On peut également ici avoir accès au menu plus spécifique avec les différentes applications disponibles dedans, le confort, les applications multimédia, etc., les réglages. Bon, il y a beaucoup de trop selon moi toujours, mais bon, pourquoi pas dans l'absolu. Et il y a également des raccourcis vers la navigation, vers la partie audio ou bien entendu la climatisation et le téléphone. Dans le cas présent, moi ce qui m'intéresse aussi, on le verra également tout à l'heure quand je conduirai la voiture, mais c'est la possibilité d'avoir des raccourcis ici. Vous voyez, il y a différents raccourcis qui sont là par défaut. L'appel d'urgence, la modification du langage, les réglages du Wi-Fi, je trouve que ça n'a pas vraiment un grand intérêt, mais surtout les informations de conduite avec la consommation, etc. Vous voyez ici, hop, on revient sur les raccourcis, mais plus important encore, je reviendrai là-dessus tout à l'heure en conduisant, les raccourcis vers les réglages de conduite et entre autres les assistances pour pouvoir les désactiver. Je vous montrerai tout à l'heure qu'en roulant, c'est quand même relativement facile pour l'avertisseur.
de limite de vitesse, du dépassement de la limite de vitesse ou de la sortie de voie, entre autres. De manière générale, plus de boutons. Des boutons classiques, il n'y en a plus. Il y a une petite zone ici avec des commandes pour la climatisation, le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière, le réglage de la puissance ici de la soufflerie, qui peut également être orienté via des buses qui se retrouvent là. On voit surtout ici un nouvel emplacement avec les porte-gobelets, le petit côté sympathique triangle avec le X3, c'est un peu chic, mais bon voilà. Et surtout, vous voyez, deux emplacements vastes pour pouvoir mettre des téléphones et les recharger avec en plus deux ports USB-C. Au niveau des commandes générales de conduite, on retrouve le module un peu classique maintenant chez BMW avec un truc un peu façon toggle de Peugeot, c'est un peu dommage, mais bon pourquoi pas, pour la transmission et le démarrage, le bouton Start and Stop. Et là, on arrive de nouveau dans le Too Much de BMW actuellement, avec l'ensemble des modes qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est à modifier l'ambiance intérieure, ce genre de petits détails-là. Mais bon, c'est beaucoup d'esbrouf pour pas grand chose d'utile. De manière générale, vous roulerez soit avec le mode personnel réglé à votre main, soit avec le mode Efficient ou éventuellement Sport, mais cette version-ci spécifiquement ne s'y prête pas vraiment. Le volant, sympathique, hein, bonne prise en main, comme toujours chez BMW. Par contre, la forme entre le carré, le trapèze, le rond, l'ovale et je ne sais trop quoi, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Mais ça a une justification, ça permet d'avoir sûrement une meilleure visibilité. L'important, c'est qu'il tombe bien en main. On a des commandes qui sont accessibles directement ici, que ce soit pour le multimédia ou le régulateur de vitesse avec les différents modes. Ça c'est bien, on retrouve les commodos habituels. Donc là, il n'y a pas grand chose qui change. Vous ne le voyez pas ici, mais il y a un head-up display très large qui offre une très bonne visibilité et la réalité augmentée, enfin la vision augmentée pour être plus précis. C'est également le cas pour la navigation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous arrivez à un embranchement, à un carrefour, un feu rouge, il vous affiche cela en vision caméra ici. De manière générale, on se sent bien dans cette BMW. On voit qu'il y a un accoudoir ici bien placé. Les espaces de rangement ne sont pas exceptionnels, il faut être honnête. C'est assez petit ici. La boîte à gants est ridicule et les bacs de porte font le minimum syndical. C'est un petit peu dommage pour une voiture qui a quand même une vraie vocation familiale à la base. Le reste, vous voyez, le style très moderne. Entre le iX et les derniers concepts, on a ce petit cerclage ici qui est sympathique, hein, l'éclairage vient animer un peu tout ça. Et ce nouveau module ici, vous le verrez un petit peu de manière plus précise, qui adopte lui également aussi des deux côtés un éclairage d'ambiance qui peut varier et différents éléments ici pour le verrouillage, etc. Super gadget. Le réglage de la puissance de ventilation ici. Très honnêtement, il faut vraiment le vouloir pour sentir la différence. Ça ne sert pas à grand chose, une molette classique aurait été nettement mieux, surtout que ça fait un peu plastoc, mais ça je vais vous en parler tout de suite. Dernier aspect, on est quand même dans un véhicule premium et le prix le sera certainement aussi, ce sont les matériaux, le feeling à l'intérieur. Alors visuellement c'est très beau, c'est bien dessiné, c'est premium, même si ça fait quand même un petit peu Kia à mon goût, mais par contre au niveau des matériaux, on n'y est pas du tout. Là vous avez des matériaux moussés, jusque là ça va, moussé, jusque là ça va. Mais par contre, ça, c'est vraiment pas digne d'un modèle de ce format-ci et aux prétentions premium. Dernière information concernant les matériaux, BMW se gargarise du nouveau tissu que l'on retrouve ici dans cette finition, un tissu appelé Econir et qui est basé sur des bouteilles et des plastiques PET recyclés. C'est assez sympathique là par contre, il faut le dire, c'est plutôt chaleureux, le contact est agréable et sur la durée on n'a pas cette sensation plastique qui fait qu'on a trop chaud ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une réussite, mais bon ça n'a rien de particulier par rapport à ce que fait toute la concurrence maintenant. Donc ce qu'on retiendra surtout, je le répète, c'est ça, c'est pas bon. Bien entendu, la révolution du style se passe également à l'arrière avec un haillon beaucoup plus simple, beaucoup plus lisse. Des nouveaux feux qu'on voit ici, c'est de nouveau deux L, mais qui forment un T d'après les designers de chez BMW. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce BMW X3, ça reste un véhicule familial. Donc le coffre, c'est important. Assistance électrique ici. On voit que le coffre est assez vaste, hein. Vous voyez, je peux rentrer dedans. On a ma veste ici. On peut ouvrir ici
avec des rangements supplémentaires, là où il y a la roue de secours normalement, un filet pour votre chien ou vos bagages si vous le désirez. Donc de manière générale, il est bien fait, pas hyper vaste, mais c'est plutôt sympathique. Donc la vocation familiale, elle est respectée malgré tout. Nous voici donc à bord de ce nouveau BMW X3 de 4e génération, un modèle qui a évolué dans le détail au niveau des dimensions, mais qui est profondément remanié, on l'a vu, au niveau du style extérieur et du style intérieur. Mais qu'en est-il de la conduite? Concrètement ici, nous avons déjà pu effectuer une première boucle de 180 km environ, qui s'est soldée par des enseignements assez intéressants. La première, c'est que manifestement, en termes de tenue de route, on n'a rien perdu de la précision, de la maîtrise du roulis, etc. que l'on avait sur la génération précédente. On regrettera peut-être simplement un élément important malgré tout pour une BMW, c'est le manque total de sensations dans le volant. Concrètement, le volant a une attaque très directe. Le moindre mouvement se traduit par un mouvement de la voiture. Donc on pourrait dire que c'est intéressant, c'est bien, mais c'est surtout très artificiel. Et tout cela se fait au détriment des sensations à proprement parler, parce qu'on ne ressent rien, mais strictement rien de ce qui se passe au niveau des roues avant. Ce qui peut au contraire être relativement handicapant pour une conduite dynamique, puisque placer son train avant avec précision et savoir ce qui s'y passe reste quand même primordial. Cela dit, reconnaissons-le, nous sommes ici dans une version 20i, donc la version on va dire de base. Il n'y a pas énormément de puissance dans ce modèle, il n'y a pas énormément de performance non plus, et il n'a pas vocation à être utilisé le couteau entre les dents. En termes de confort, je reviens là-dessus, nous sommes sur des routes en Allemagne, dans la région de Munich et alentour. Donc les routes sont plutôt en très bon état, difficile de donner un compte rendu vraiment précis des capacités d'absorption des suspensions, mais elles sont plutôt bonnes a priori. Même quand on passe sur des tacs d'égout, comme vous le voyez ici, on l'entend plus qu'on ne le sent. Donc ça reste toujours très confortable, même presque feutré, ce qui est quand même pas mal, étant donné qu'on a quand même des roues de 20 pouces ici sur ce modèle-ci. Donc bon résultat dans ce domaine-là. Excellente note pour la qualité des sièges, bien dessinés avec un bon maintien. Ce sont les sièges sport ici, recouverts du nouveau matériau fait à partir de produits recyclés, entre autres de bouteilles de plastique recyclées, Econir, qui s'avère assez chaleureux en fait, un peu comme un tissu de manière générale. Les mousses ne sont pas trop dures, donc on a une bonne absorption, ça contribue au confort de la voiture, surtout en conduite ici en milieu urbain, où on a une conduite peut-être parfois un peu plus hachée, plus de tacs d'égout, ce genre de choses-là. Donc ça contribue à l'absorption des chocs, mais aussi au très bon maintien du corps quand on a une conduite plus dynamique. On est bien soutenu, les réglages sont assez amples, on regrette de ne pas pouvoir s'asseoir un petit peu plus bas pour la position de conduite en tant que telle, mais par contre pour la visibilité, il est bon de ne pas pouvoir aller beaucoup plus bas que ce que l'on est maintenant. Là je suis au minimum, parce que sinon on perd pas mal de visibilité, étant donné que le tableau de bord que l'on a ici est assez haut en fait, en réalité de manière relative. On arrive presque à la hauteur du dessus du volant, donc ce serait problématique pour voir devant soi d'être assis plus bas. Ici, hop, on accélère un petit peu et on peut l'entendre directement. Le moteur n'a pas une sonorité très agréable, mais bon, ça c'est quelque chose de connu de tous les moteurs modernes, qu'ils soient essence ou diesel. Ici on est avec de l'essence, un 2 litres turbo. C'est assez bourdonnant, la faute au turbo, au filtre à particules, à ce genre d'artifice nécessaire pour pouvoir répondre aux normes anti-pollution, et qui font que les moteurs ont perdu vraiment beaucoup de leur attrait et donnent justement un côté presque séduisant en voiture électrique ou hybride rechargeable quand elle roule en électrique, parce que justement, quitte à avoir un bruit aussi pourri, autant ne pas avoir de bruit du tout. Là clairement, enfin, c'est mon opinion, mais je pense que vous me rejoindrez sur ce point. L'affichage tête haute est d'excellente qualité, en couleur, très précis, très bien visible, réglable également, une grande taille. Donc ça c'est vraiment très positif, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il s'accorde bien à la position de conduite.
La voiture permet, avec cette position de conduite-ci, d'avoir une très bonne visibilité, quoique un petit bémol, c'est la visibilité de 3/4 avant, parce que les montants sont très épais et les rétroviseurs sont juste dans l'angle. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand je regarde ici à droite, en ville, ça peut poser problème en termes de visibilité de ce qui vient par la droite. Donc peut-être un petit bémol en termes de sécurité. Par contre, vers l'avant complètement, ou même vers l'arrière, avec les grands rétroviseurs et la lunette arrière relativement large, on va dire, on n'a pas trop de problèmes de visibilité. On voit ce qui se passe autour de soi, on voit ce qui se passe derrière, donc ça, c'est pas mal du tout. Le véhicule a beau être plutôt encombrant, on n'est pas trop gêné dans les évolutions, comme c'est ici sur des routes un peu plus étroites lorsqu'on croise des gens. On a facilement conscience des dimensions du véhicule, ce qui est une très très bonne chose, étant donné que de nos jours, les véhicules ont tendance à être de plus en plus larges et à être de moins en moins protégés au niveau de la carrosserie. Il n'y a plus les belles protections en plastique ou en caoutchouc qu'on avait dans les années 90 ou 90 pour nos amis français. Ça, c'est terminé au nom de l'esthétique, mais parfois, c'est pas top au niveau de la protection contre les branches de haies et ce genre de choses. Donc, avoir conscience des dimensions de sa voiture, c'est pas mal du tout. C'est bien aidé par le design général de la voiture qui ne change pas dans ses proportions, très cubique. Mais revenons-en ici aux sensations de conduite. Le volant, on l'a dit, très totalement avare de retour d'informations, mais une bonne prise en main. Je déplore moi personnellement la forme un petit peu, on ne sait pas si c'est carré, si c'est rond, si c'est ovale, enfin voilà. C'est devenu un vrai gimmick de designer. L'explication, elle n'est pas tant ergonomique pour la conduite, mais plutôt ergonomique pour la vue sur les écrans, qui sont de plus en plus grands derrière. Vous voyez, il y a toujours cette grande dalle avec 2 écrans, le compteur numérique et l'infodivertissement ici. Donc de manière générale, les écrans, j'ai plus l'impression que le nouveau design de plus en plus carré des volants sert davantage à permettre de mieux voir ce qui se passe sur votre écran qu'à aider à maîtriser la voiture. Bon, à ce niveau-là, un bon cercle, on ne fera jamais mieux. Vous l'avez entendu, une petite alarme qui sonne, c'est forcément le système ISA, Intelligent Speed Assist, qui me signale que j'ai dépassé la limite autorisée. Donc c'est toujours horripilant, au moindre kilomètre-heure au-dessus de la limitation, ça sonne. L'avantage, c'est qu'ici BMW a pensé à quelque chose de relativement facile, on le voit sur l'écran. Vous avez les raccourcis en descendant comme ceci, on vient dans les Driving Assist. Et alors à ce moment-là, vous avez Driver Assistant, Speed Limit. Donc ce n'est pas encore une seule manipulation, mais c'est quand même relativement facile. Pour rappel, c'est une obligation légale d'avoir ce système-là qui se réactive à chaque redémarrage. Donc le fait de pouvoir le désactiver, c'est quand même pas mal du tout. Et ça évite pas mal de distractions parce que souvent, on n'y pense pas au moment où on démarre. Et c'est quand on a dépassé la première limitation de vitesse et qu'on est en train de rouler qu'il faut le faire. Donc autant que ce soit facile. L'interface se base sur le nouveau système BMW OS 9 qui a été amélioré. Il y a toujours énormément de menus. Quand on vient ici, on va se rendre compte que si j'appuie sur le bouton mode, on a encore plein de modes qui ne servent pas à grand chose, qui ont surtout des modifications au niveau esthétique, l'ambiance lumineuse, ce genre de choses-là. Seule petite chose intéressante, c'est quand on prend le mode sport ou quand on met la boîte en mode sport, ici, à la place d'avoir un pourcentage de puissance utilisé, on a l'affichage du compte-tours, ce qui pour ceux qui aiment la conduite un peu dynamique est d'office plus agréable. Mais ce n'est pas une fin en soi de nos jours. Est-ce qu'on fait encore vraiment attention à ça quand on a les informations essentielles, c'est-à-dire la vitesse et éventuellement le rapport ou la direction qui sont affichées via l'affichage tête haute. De manière générale, les modifications, les différences entre les différents modes, les différences de sensations ne sont pas toujours vraiment manifestes. BMW met surtout beaucoup de modes pour la galerie et pour faire plaisir aux geeks, mais en termes de conduite et d'ergonomie, ça ne change pas grand-chose, clairement. Donc moi je trouve que c'est même relativement inutile, voire même distrayant. La seule qualité qu'il y a, mais maintenant c'est devenu presque la norme un peu partout, c'est qu'il y a possibilité de régler son propre mode, le mode individuel. Et alors à ce moment-là, on prend les réglages que l'on veut. Au niveau de la conduite, dernière petite chose qui peut paraître secondaire pour certains mais essentielle pour d'autres. Sur notre parcours de 180 km environ, qui arpentait à la fois des routes de campagne, des grandes routes nationales et un petit peu d'autoroutes non limitées, nous avons une consommation moyenne qui s'était établie à 7,8 litres au 100, ce qui est tout à fait raisonnable pour un engin de ce format-là, de ce gabarit-là et de ce poids.
Pour ce qui est des dimensions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont été affichées. On vous les affiche à nouveau ici, ainsi que le poids. Mais donc 7,8 litres, c'est raisonnable. C'est pas exagéré. Il y a moyen de faire mieux, certainement. On n'a pas non plus roulé avec un œuf sous le pied. Et probablement que sur autoroute à vitesse stabilisée et légale en Belgique ou en France, on descendra sous cette valeur. Dernière petite remarque. La boîte, une boîte automatique 8 rapports, tire vraiment très long. Pour vous donner une idée, tout à l'heure, sur la portion non limitée, on est monté à pratiquement 190, 190 à l'heure en cinquième. Et donc il y avait encore 3 rapports derrière. Donc autant dire qu'il y a de la marge et que les rapports sont quand même très longs pour optimiser la consommation toujours. Mais sans que ça ne nuise vraiment à la fluidité de la conduite au quotidien et dans les situations de conduite habituelles, que ce soit en ville, sur une route plus dynamique ou à grande vitesse, on ne sent pas vraiment de problème d'étagement dans les rapports. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que l'agrément est toujours là. Question importante, donc du coup, ce X3 est-il à la hauteur de sa réputation et des 3 générations précédentes? En termes de confort, c'est sûrement le meilleur des 4. En termes d'ergonomie, moi, je préférais la génération précédente, encore plus classique, mais il faut bien dire que le nouveau système BMW OS 9 améliore de manière générale l'ergonomie du système d'infodivertissement tout à l'écran, qui est devenu la norme chez BMW. Donc ça, c'est bien. C'est moins bien qu'avant selon moi, mais c'est mieux que ce qu'on a eu avec l'OS 8, qui a lancé la mode des écrans incurvés comme ça. Au niveau des commandes, la position de conduite est bonne, c'est toujours une BM. La précision de conduite est bonne, c'est toujours une BM. Le dynamisme de ce X3 est de très bon aloi. Donc là aussi, on est toujours dans une BM. Par contre, il n'y a rien à faire. Le manque de sensations et de retour d'informations dans le volant, j'insiste là-dessus, fait qu'on ne retrouve pas vraiment ce feeling si particulier au BMW et qui a fait la réputation de la marque. Le Freudenfahren, il n'est pas vraiment là à cause de ça. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est une très bonne voiture, mais elle manque un peu d'âme. Peut-être que c'est solutionné avec la version M ou avec la version hybride rechargeable plus performante. On vous le dira dans un essai plus détaillé une fois qu'on aura accès à ces versions-là sur nos bases habituelles en Belgique. Voilà, c'en est terminé pour ce premier essai du BMW X3. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant, je vous laisse profiter des gamins qui s'amusent derrière et je vous dis à la prochaine.